Bonsoir à tous, c'est Mathieu et bienvenue dans un nouvel épisode de Hail. Avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier une nouvelle fois pour le soutien que vous m'apportez parce que, je peux le dire solennellement et avec grande fierté, le nombre d'abonnés de la chaîne a presque triplé en seulement 3 jours, donc c'est une chose que même Squeezie ne peut pas dire en fait. Non, plus sérieusement, merci beaucoup, c'est extrêmement agréable, c'est bête, mais c'est extrêmement agréable de voir que des personnes écoutent le format et même que certains réagissent, commentent, et merci à vous très sincèrement. Vous vous reconnaîtrez, de toute façon on n'est pas 1000, mais du coup je continue dans cette ligne directrice, je vous invite vraiment, comme d'habitude, à me faire vos retours sur le format, ça me fait tellement plaisir, c'est gratifiant et en plus c'est hyper important pour que je puisse tout simplement continuer à m'améliorer. Sur ce, après cette petite introduction, enchaînons avec l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est en fait deux très courtes histoires. Elles sont arrivées toutes les deux à Sarah, et pour le contexte, Sarah est maman d'une jeune fille adolescente, et elle vit avec son compagnon par opposition à son ex-mari de qui elle est divorcée, et elle vit aussi avec sa fille. Je précise le fait qu'elle soit divorcée, c'est pas forcément important pour l'histoire, mais ça implique quand même que certains jours, la fille de Sarah, qu'on appellera Marie, vit chez son père, et les autres jours chez sa mère. Le premier événement qui est arrivé à Sarah se passe il y a quelques mois. Un soir, alors qu'elle est sur le point de sortir faire des courses ou aller boire un verre, Sarah ne trouve pas ses clés de maison. Bon là vous allez me dire, c'est pas ouf comme événement, moi par exemple quand j'étais petit, la plupart des enfants faisaient du judo, du foot, non moi mon sport de prédilection c'était perdre mes affaires, j'étais un monstre là-dedans, honnêtement le Mozart de l'égarement d'affaires. Donc je suis d'accord avec vous, c'est pas ça qui va nous alarmer. Mais évidemment, à l'inverse, Sarah est une adulte responsable, et puis elle a surtout une habitude qui est systématique, à savoir, elle range toujours ses clés de maison sur le porte-clés mural qui se trouve à côté de la porte d'entrée. Directement, c'est un peu plus étrange. C'est un peu plus étrange parce qu'elle est certaine de ne pas avoir égaré ses clés, elle est certaine de les avoir bien rangées comme à son habitude, mais quand même, dans le doute, Sarah, son compagnon et Marie se mettent à retourner la maison à la recherche des clés, et après avoir cherché de fond en comble, vraiment, ils ne trouvent rien. Malheureusement, Sarah a dû les égarer quelque part en dehors de la maison, ça arrive, mais c'est pénible, parce que souvent il faut changer les serrures. Quand c'est comme ça, il suffit qu'elle ait perdu ses clés pas trop loin de chez elle pour que quelqu'un les ramasse. Si cette personne se rend vite compte qu'elle donne accès à la maison de Sarah, pour peu qu'elle soit pas très honnête, il y a un risque de se faire cambrioler. Donc la situation est pas superbe. Pour la dépanner, son compagnon prête à Sarah ses clés jusqu'à ce qu'elle les retrouve. Donc le lendemain matin, son compagnon part au travail, sa fille va en cours et Sarah part elle aussi travailler, et elle revient vers à peu près midi. Elle ouvre la porte et comme à son habitude, elle va directement placer les clés à leur place, parce que c'est pas parce que c'est celle de son copain qu'elle va perdre ses bonnes habitudes. Et en observant le portant, elle se fige. Ce qu'elle voit, c'est ses clés accrochées au portant. Voilà, donc c'est badant. Honnêtement, quand tu sais que tes clés ont disparu et que pendant que personne n'est à la maison comme par magie, elles sont revenues à leur place, je pense que c'est légitime de taper un petit coup de stress de la part de Sarah. Voilà pour le premier incident. C'est tout simple, mais je trouve que ça a clairement son impact. Le deuxième, il se déroule il y a un peu moins d'une semaine au moment où je vous parle. Donc c'est extrêmement récent. Petite précision à ce moment-là du récit, la chambre de Marie, la fille de Sarah, se trouve au grenier de la maison. Je suis d'accord, ça va pas forcément ensemble, une chambre, un grenier, sachant que le seul endroit qui pourrait vraiment faire flipper les gens dans leur maison, en général, c'est quand même le grenier. Mais bon, en vrai, c'est pas du tout quelque chose d'intéressant, puisque la maison est comme ça, et puis j'imagine que c'est sympa d'avoir réellement ton espace un peu à part quand t'es ado, d'être un peu séparé du reste de la maison. En tout cas, Marie part dormir chez son père le dimanche soir. Le lundi matin, elle part à l'école directement depuis là-bas, puis revient chez Sarah aux alentours de 16h30. La première chose qu'elle fait en rentrant, comme d'habitude, c'est de monter à l'étage pour se changer et se mettre à l'aise, sûrement dans son meilleur petit pyjama licorne. Et à peine a-t-elle ouvert la porte de sa chambre qu'elle redescend en furie. Sarah nous dit que Marie a des éclairs sur le visage, ce qui veut dire en français qu'elle est vraiment énervée. Elle lui hurle dessus en lui disant « T'es allé dans ma chambre, je sais que t'es allé dans ma chambre ». Petite parenthèse, c'est un peu cliché l'adolescent qui veut pas qu'on rentre dans sa chambre, mais je savais pas que ça arrivait vraiment. Est-ce que ça vous parle? Ça m'intéresse de savoir parce que moi c'était pas du tout mon cas. Bref, parenthèse terminée.
En tout cas, Sarah a bien plus l'habitude que nous apparemment, puisqu'elle lui répond très calmement « Non, je suis pas monté. En plus, tu sais très bien que j'ai de l'arthrose au genou et que monter au grenier avec les marches raides, ça me fait mal, j'ai pas que ça à faire honnêtement. » Donc face à ces réponses, Marie croit évidemment sa mère. Mais là, son visage passe du rouge de la fureur au livide de la peur. Donc Sarah, sans voir cela, elle lui parle un peu le dos tourné en faisant autre chose. Elle lui demande pourquoi cette question. Et Marie répond « Il y a une bougie allumée sur ma table. » Voilà, c'est d'une simplicité et pourtant c'est si violent. Sarah termine de raconter ces deux incidents en nous disant que la bougie apparemment c'était une bougie de à peu près 5 cm de haut. Donc vraiment les petites bougies, pas les grosses bougies dans des gros bocaux en verre, vous savez, qui peuvent brûler pendant 24 heures. Donc c'est obligé, elle a été allumée il y a peu de temps avant que Marie revienne. On rappelle, Marie n'était pas là, le copain de Sarah n'était pas là, et Sarah n'est pas montée à l'étage et elle le sait. Et puis surtout, Marie ne fume pas, donc il n'y a rien qui permettrait d'allumer la bougie dans sa chambre, il n'y a pas d'allumette, pas de briquet, rien. Donc c'est extrêmement étrange. Donc c'est la fin du thread, c'est là où Sarah s'arrête de nous raconter l'histoire. J'espère vraiment qu'on aura un update dans quelques jours, et surtout que rien ne va arriver à Sarah et sa famille, parce que là, moi ça m'a tout l'air d'une personne qui se cache dans la maison. Cette personne se cacherait potentiellement en plus dans le grenier, donc vers la chambre de Marie ou dans la chambre de Marie. Et c'est potentiellement cette personne qui aurait emprunté les clés de Sarah, peut-être pour en faire un double pendant qu'elle n'était pas là. J'avoue qu'on ne sait pas. En tout cas, je tenais à dire quand même que c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense que des gens vivent dans des parties de maison ou d'appartements sans qu'on s'en aperçoive. Par exemple, moi ça me rappelle un trait d'horreur que Squeezie avait fait et où il racontait qu'une femme vivait dans un mur de chambre d'hôtel. Peut-être que vous l'avez vu, en tout cas c'est vraiment le même principe. Et ça me rappelle aussi une autre histoire que j'ai lue et que je vous raconterai certainement un jour. Personnellement, ce que je trouve hyper glauque dans cette pratique, si on peut dire, en tout cas dans le fait de se cacher dans une maison, c'est déjà qu'on ne sait pas ce que ces personnes veulent. Effectivement, c'est possible, il y a toujours une probabilité pour que la personne qui se cache cherche juste un toit, veuille juste se mettre à l'abri et ne pas dormir dans la rue, mais c'est aussi possible qu'elle cherche quelque chose de plus dangereux, de plus malsain. Et puis surtout, le truc qui me terrifie personnellement, c'est le fait d'être observé à son insu. Vraiment, le fait de savoir que quelqu'un peut épier tes moindres faits et gestes alors que toi tu n'en es pas conscient, ça me glace le sang, vraiment. En tout cas, pour revenir à l'histoire, je pense que le mieux à faire pour Sarah, c'est vraiment de changer les serrures, venir inspecter avec des amis si possible la maison à la recherche d'une potentielle trace d'intrusion. Pour moi, ça fait pratiquement aucun doute que quelqu'un s'est rendu dans la maison, si ce n'est qu'elle est encore présente, puisque, on rappelle, la bougie est allumée. Ça fait froid dans le dos, ça veut dire que la personne est très certainement dans la maison au moment où Sarah nous raconte ça, je me répète, mais moi ça m'a choqué quand même. Voilà, après c'est que mon hypothèse, il y a toujours aussi une probabilité pour que l'histoire soit inventée, mais cette fois-ci j'y crois pas trop. J'avoue que, quand on regarde un peu le profil Reddit de l'utilisatrice qui a posté cette histoire, on se rend vite compte qu'elle s'intéresse beaucoup à tout ce qui est horreur, crime, etc. Donc on a vite fait de se dire, bon, elle doit lire beaucoup d'histoires du genre et elle est sûrement un peu parano. Mais j'avoue quand même que les clés qui réapparaissent et la bougie allumée, c'est totalement inexplicable autrement. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos avis, je vous sollicite énormément sur cette vidéo, mais est-ce que pour vous cette histoire est inventée? Est-ce que pour vous il y a quelqu'un dans la maison? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Pour moi c'est plutôt l'inverse que cette femme est parano. Non, pour moi c'est plutôt l'inverse. Dans ce cas-là, je pense que le fait qu'elle soit déjà intéressée à des sujets d'horreur, crime, etc. lui permet de plus écouter son instinct et potentiellement d'éviter quelque chose de peu souhaitable. Et franchement, je l'espère. J'espère vraiment qu'il va rien lui arriver. Bon, malheureusement, c'est quand même le genre de situation où c'est délicat de faire venir la police pour qu'elle inspecte la maison, puisqu'en fait, il n'y a aucune preuve tangible. Je veux dire, effectivement, il y a les clés qui sont réapparues, la bougie qui a été allumée, mais tout ça, c'est entre guillemets moins concret qu'un bris de serrure, une fenêtre cassée, et ça repose vraiment sur est-ce qu'on croit ou non en ce que nous raconte Sarah. En tout cas, moi, j'ai énormément aimé cette histoire parce qu'elle est très courte au final et qu'elle est très peu détaillée. J'espère que c'est aussi le cas pour vous. Et je trouve que ce peu de détails, ça laisse énormément place à l'imagination, aux hypothèses et surtout, ça rend l'histoire un peu concrète. Ça peut paraître paradoxal, mais le peu de détails donne moins de possibilités de débunker l'histoire. Donc voilà, moi ça m'a énormément plu et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée.
Merci encore pour votre soutien, je le redirai je pense les prochaines fois, mais merci du fond du cœur, et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode.